Hello les rêveurs! Nous sommes le 1er novembre 2016 et comme promis, je reviens vers vous pour vous présenter le bilan de mes lectures du mois dernier. Alors, avant de commencer, je tiens à vous souhaiter une bonne fête à chacun et à chacune, puisque la Toussaint est la fête de tous les saints, donc de tout le monde en fait. Donc bonne fête à tous et d'ores et déjà, avant que tout commence, je vous fais des gros bisous. Alors, je vous avais laissé le mois dernier avec ma lecture en cours, c'est-à-dire Repose-toi sur moi de Serge Joncourt aux éditions Flammarion pour la rentrée littéraire. Alors, j'aimais bien, c'était une romance qui était un petit peu différente et qui était pleine de sentiments, pleine de réalisme et tout ça. J'avoue que la suite m'a un peu moins plu et m'a un petit peu moins emballée. Au niveau des valeurs, voilà, on parle quand même d'adultère et c'est vrai que j'ai un petit peu de mal avec ça. Mais la fin m'a quand même plu parce que on reste pas, il n'y a pas une grosse coupure, c'est une fin assez ouverte qui nous laisse présager, voilà, surtout qu'on est arrivé à un point assez critique. Et on est arrivé dans des extrêmes, des choix qui sont faits qui sont assez durs, et c'est vrai que j'ai eu un petit peu de mal avec ça, mais c'était quand même une histoire assez chouette, assez sympa, que je peux recommander, mais c'est vrai que c'est... Si la romance en elle-même peut être sympathique et prenante, il y a quand même quelques points qui m'ont laissé un peu... qui m'ont chiffonné. Donc voilà. Après ce roman que j'avais reçu grâce à la masse critique de Babelio, j'ai entamé l'autre livre que j'avais reçu grâce à la masse critique de Babelio, c'est-à-dire que j'ai attaqué Les ennemis du pape de Nello Scavo. Donc comme vous pouvez le voir, c'est ceux qui veulent le réduire au silence, ceux qui veulent le discréditer, ceux qui veulent sa mort. Alors je sais déjà que certains pensent que c'est un peu too much, voilà, ceux qui veulent sa mort, ceux qui le menacent, qui pensent que c'est énorme, mais en même temps, voilà, ce roman, enfin c'est pas ce roman, ce reportage nous explique en fait tout ce que le pape fait et quels ennemis il peut s'attirer en fait en ayant ses actions. C'est-à-dire qu'il veut réduire la traite des humains, il veut réduire, et, voire même éliminer carrément le merchandising si vous voulez pour l'armement, tout ça. Donc forcément il se crée des ennemis. Il a réussi à manœuvrer pour qu'il y ait la paix entre Cuba et les États-Unis. Donc à chaque fois il se crée encore plus d'ennemis et il y a en effet déjà eu des attentats qui ont échoué, des tentatives de meurtre sur sa personne qui ont échoué et il n'est vraiment pas à l'abri et du coup c'est un bouquin qui a été très intéressant pour moi. J'ai eu un petit peu de mal à le lire parce que comme c'est pas un roman, il n'y a pas de tension vraiment qui est créée donc c'était un peu plus difficile et puis des fois il faut se concentrer parce que voilà, mais Nello Scavo a bien cerné son public puisqu'il fait régulièrement des rappels sur quelles sont ces personnes, qu'est-ce qu'elles ont à voir avec le pape, donc voilà, il resitue régulièrement son contexte et c'est très intéressant parce que j'ai découvert un autre visage du pape et puis c'est vrai que j'ai réalisé des trucs que je ne savais pas en fait et ça m'a permis une belle plongée dans, dans, dans cette réalité-là parce qu'il y a aussi des ennemis dans le Vatican même, mais ce que je ne prenais pas forcément en compte avant. Je suis ensuite passée à un style totalement différent de lecture puisque j'ai commencé le premier tome de la saga d'Anne et Célia, les jumeaux d'autre monde de Sophie Audon-Mamie-Cognan. Donc l'impossible mission publiée chez XO Éditions. Donc déjà comme vous pouvez le voir, je ne l'ai pas dit dans le book haul mais là je trouve la couverture est quand même magnifique. Et j'avais oublié ce que ça faisait de lire en fait cette auteure puisqu'elle est pleine d'humour, elle est pleine de situations extravagantes et d'une intrigue qui va certainement aller très très loin dans la suite, des rebondissements auxquels on ne s'attend pas, des héros qui mûrissent et qui sont pourtant un peu enfantins au départ et c'est normal, et en même temps ils sont déjà un peu plus mûrs que ce qu'on pourrait s'attendre. Donc voilà, on a une nouvelle équipe qui se forme, une nouvelle équipe de jeunes, on retrouve d'anciens personnages comme Tara, comme Cal, comme Chem le dragon, et j'avoue que j'ai pas mal ri parce que voilà, c'est un mélange de ce qu'on connaît déjà avec plein de nouveautés et encore des... On redécouvre ce monde d'autres mondes et c'est juste génial parce qu'en plus, voilà, il y a des personnages qui sont porteurs de valeur comme Luc ici qui est un, vampire, un demi-vampire qui est quand même un peu obèse. Mais voilà, il apporte un souffle, chacun apporte un souffle à cette histoire, une personnalité unique. Et c'est franchement génial parce qu'en plus il y a beaucoup d'humour. Et enfin bref, ça a topé dans le mille pour moi et j'espère que ça topera dans le mille pour tous ceux qui aiment cet auteur-là et puis pour ceux qui voudraient découvrir. Parce qu'il est totalement possible de découvrir Dan et Célia sans avoir lu Tara Duncan. Même si c'est bien de le lire Tara Duncan aussi. Après ça, je suis restée dans le registre jeunesse, puisque j'ai attaqué le deuxième tome d'Alfie Bloom, donc Alfie Bloom et le voleur de talismans, chez Michel Lafon, écrit par Gabriel Kent. Voilà, j'ai un peu dit les informations en désordre, mais c'est pas grave. J'ai énormément apprécié ce deuxième tome, j'avais déjà beaucoup craqué pour le tome 1 qui était très jeunesse mais très très intéressant, très développé, et pourtant, comme on voit, il est quand même pas très très grand. Il fait quoi, 250 pages? Quelque chose comme ça, ouais, 250 pages, un peu moins. J'ai été totalement charmée par cette suite qui est très innovante, très amusante quelque part. Et en même temps, il y a beaucoup de tension parce que Alfie il grandit et il est obligé de trouver des stratagèmes pour sauver. Comment il s'appelle? Ashford, voilà, je ne trouvais plus le nom. Quand il veut sauver Ashford, et je trouve que c'est très bien fait. Voilà, c'est plein de ressources,
plein d'ingéniosité et le rythme est là, les chapitres sont courts. Donc voilà, j'aime beaucoup la plume de Gabrielle Kent aussi qui est très très simple, très fluide, très accessible. Donc voilà, je recommande vraiment cette saga aux plus jeunes mais aussi à ceux qui sont moins jeunes ou qui sont jeunes depuis plus longtemps que les autres on va dire, parce que ça vaut vraiment le coup et ça a beaucoup de charme. Toujours dans un registre un petit peu jeunesse, je me suis attaquée au roman Le Matin, on avait décidé autrement de Salomé Vienne dans la collection Naos de chez Mnemos. Alors, j'avoue que je ne savais pas trop à quoi m'attendre avec ce roman, puisque c'était un petit peu une grosse nouveauté de plein de manières, puisque c'est une nouvelle collection, voilà. Donc j'ai commencé, j'ai trouvé l'écriture très fluide, très poétique, et en même temps on savait pas trop dans quelle eau on pouvait nager, voilà. Donc je me suis mise à découvrir qu'il n'y avait pas beaucoup de sens quelque part, parce qu'au départ on a l'impression d'évoluer un petit peu dans différentes sphères, dans des rêves qui n'ont pas tout leur sens. Mais au fur et à mesure des pages, ça commence à se développer, on commence à se raccrocher à des points de repère, et c'est quand on arrive dans la dernière partie du bouquin que là, on comprend en fait, dans les différentes scènes, dans les différents points de vue qui ont été mis en place, ce qui se passe, et voilà, et ça forme un puzzle qui est assez fascinant, assez intriguant, et merveilleux en fait, parce que voilà, il y a beaucoup d'images, beaucoup de situations qui sont mises en place, il y en a qui marquent plus que d'autres, moi il y en a qui m'ont profondément touchée, et j'avoue que l'assemblage est assez surprenant, assez intéressant, et je ressors très très contente de cette lecture parce qu'elle est assez unique en soi et assez surprenante, oui. Je pense que c'est le mot, surprenant. Surprenant et ça nous fait vraiment voyager, donc gros plus plus pour ce bouquin qui était une belle découverte. Ensuite, j'ai voulu faire une pause dans les services presse puisque je n'ai lu pratiquement que ça ce mois-ci. Ça a été un gros rush, donc voilà, je me suis fait une pause avec Une île de Tracy Garvis Graves aux éditions Milady, et c'était grand format, voilà, Milady Romance. Je suis partie un petit peu sceptique parce qu'en fait j'avais entendu beaucoup de choses et puis je savais qu'il y avait une différence d'âge entre les deux héros et ça m'a un peu chiffonné dès le départ. J'étais un petit peu sur mes gardes, pardon pour la lumière ici, mais voilà, je me suis laissée embarquer, je me suis laissée, oui, prendre par l'histoire et j'ai découvert en fait que c'était beaucoup plus que ce que j'avais imaginé parce que l'auteur prend son temps. Au final, en fait, nos héros restent 3 ans sur l'île, donc c'est quand même pas rien. Et il y a quelque chose qui se forme, voilà, il y a beaucoup plus que ce qu'on pourrait croire d'une simple romance. Il y a vraiment le thème de la survie, de l'amour qui se développe lentement et dans des conditions pas aisées, et surtout, on nous parle, enfin l'auteur a décidé de nous parler du retour dans la vie réelle. Et du coup du fait qu'ils sont surmédiatisés, qu'ils vont devoir apprendre à vivre avec ça, et puis des choix qu'ils vont devoir faire en revenant parce qu'ils ne sont plus les mêmes de fait. Voilà, pour moi ça a été une très très belle histoire que je suis très contente d'avoir lue, et si vous ne l'avez pas déjà tentée, je vous la conseille fortement. Après ça, il était normalement prévu que j'attaque une lecture que je risquais de couper en plein milieu. Donc je me suis lancée dans un livre que je m'attendais à aimer, mais sans trop apprécier. Enfin, que ça soit pas en fait une énorme découverte. J'ai donc commencé Jeff Madison Jeff Madison et la malédiction de Dracoud de Bernice Fisher en auto-édition. Et figurez-vous en fait que je me suis vraiment laissée transporter par cette histoire. Je l'ai lu en 2 jours, il me semble, alors que je n'avais pas du tout prévu que ça soit aussi prenant. Je me suis transportée dans ce nouvel épisode en fait de ces aventures qui était assez cocasse en fait quelque part parce qu'on retrouve des choses qui sont un peu cauchemardesques, qui pourraient faire peur, et en même temps il y a des choses totalement impensables, genre un dragon qui parle par talkie-walkie et qui est obligé d'apprendre à dire terminé à la fin de chaque phrase. C'est très très drôle, c'est très comique, et voilà, en même temps il y a vraiment une intrigue qui se met en place, des actions, des rebondissements qui sont inattendus, et ça a été vraiment vraiment très intéressant parce qu'on voit que Bernice Fisher a fait mûrir son style et son univers, et ça a été vraiment vraiment très appréciable. Donc ça a été vraiment une belle découverte à laquelle je ne m'attendais pas vraiment. Après ça, j'ai décidé de me lancer en fait dans un roman qui me faisait un petit peu peur aussi, c'était un peu la lignée, voilà. Je me suis lancée dans le tome 3 ou le tome 2.5 comme vous préférez de Rune de Elna Walters, donc Grimnir. Cette fois-ci, ce n'est pas Ren qui est l'héroïne principale, c'est Cora, et j'avoue que j'avais un petit peu peur parce que voilà, quand on a une saga avec l'héroïne qui nous plaît beaucoup, qui a un caractère qui nous correspond, voilà, on a un peu peur de passer à autre chose. Et effectivement, je n'avais aucune crainte à voir puisque Edna Walters a vraiment un talent pour rendre ses histoires addictives et pour nous accrocher du début à la fin, puisque dès le départ, l'histoire de Cora m'a totalement plu, m'a totalement embarquée. Elle est bien différente de celle de Ren et Thorin, mais voilà, celle de Cora et Echo m'a totalement charmée. Elle est un peu étrange parce que c'est vrai qu'elle arrive, les bases sont un peu... Ouais, c'est chelou quand même, hein. J'avoue que quand Echo arrive dans la vie de Cora, on se pose des questions, on fait elle nous a fait quoi là? Voilà, je me suis posé des questions et après je me suis laissée totalement transporter, c'était addictif, je ne voulais plus arrêter, c'était douloureux de quitter ma liseuse, mais voilà, je me suis laissée
vraiment emporté. Donc si vous voulez lire cette saga, n'hésitez pas parce que ça vaut vraiment le coup. Il y a un univers fantastique qui est créé, un imaginaire qui est incroyable dedans, qui était peut-être un petit peu moins développé ici. On a, disons que c'est l'intrigue qui est vraiment mise en avant et l'histoire d'amour entre Cora et Iko, mais ça ne manque rien, enfin voilà, c'est trop bien. Toujours en numérique, je me suis laissée tenter par Les gens qui fleurissent en décembre de Annie Fayet en auto-édition. Alors, j'avais beaucoup apprécié Une vie ne suffit pas de la même auteure et j'étais très contente de retrouver sa plume, très honorée, tout ça, enfin tout ce que vous voulez. J'ai replongé avec bonheur dans cette suite qui est totalement différente d'Une vie ne suffit pas. Là, on parle de la Deuxième Guerre mondiale. Ça m'a tout de suite rappelé, en fait, El Ruiseñor ou Le chant du rossignol de Christine Hanna. Parce que c'était un peu ça, c'était la résistance faite par les femmes. Et en même temps, on retrouve aussi la résistance dans la campagne. Comment on fait en fait pour résister, pour protéger des enfants. Et c'est vrai que il y avait des différences, mais ça m'a pas mal rappelé. Et ça m'a peut-être moins touchée, ou en tout cas de manière différente. J'ai trouvé l'histoire toujours aussi fraîche, toujours aussi intéressante, tout ce que vous voulez. Mais ça m'a peut-être moins marqué que ce que j'aurais voulu, que ce que l'auteur avait voulu, même si j'ai, encore une fois, beaucoup apprécié au point de le lire en un week-end, alors que le bouquin fait quand même 400 pages et que j'étais censée être occupée. Vous avez noté le censé? Voilà, non, c'était quelque chose de très bien. Puis en plus, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a une grosse place qui est faite, pardon. La petite révélateur, c'est pas grave. Il y a une grosse place qui est faite à l'amour et à l'espoir, malgré la cruauté des gens. Et c'est vrai qu'il y a des sacrifices qui sont faits, des scènes qui sont, des moments qui sont très difficiles à lire. Et voilà, il y a beaucoup de choses, mais il y a de la lumière qui perce. Et ça, je ne peux que dire oui, oui et oui. Je suis retournée sur le papier après ça, donc je me suis plongée dans Les Étoiles de Nocehead, tome 1 Vertige de Sophie Jomain, avec les magnifiques illustrations de Marie-Laure Barbet-Granvaux. Alors, j'ai déjà lu le cycle complet en fait des Étoiles de Nocehead, donc ça a été une redécouverte quelque part, puisque les illustrations de Marie-Laure Barbet-Granvaux m'ont totalement charmée et que j'ai redécouvert cette histoire que j'avais un petit peu oubliée. J'ai été un peu, pas traumatisée, mais vraiment heurtée par la suite, les tomes 4 et 5 en fait des Étoiles de Nocehead. Et j'avoue que redécouvrir ce premier tome qui est plus doux, même s'il est un peu violent quand même par moments, voilà, il est plus doux pour moi émotionnellement. Du coup, j'ai pu le redécouvrir avec toute son intensité, avec voilà, tout ce qu'il y a de bon dans ce bouquin. Et en plus, les illustrations m'ont totalement charmée, comme je vous l'ai dit. Elles sont très belles. L'objet livre, en fait, m'a donné l'impression de revivre comme une enfant avec une histoire d'adulte. Et voilà, de replonger pour quelques instants dans un monde féerique, merveilleux et totalement prenant. C'était génial. L'histoire d'amour est rapide, c'est vrai, mais en même temps, Sophie Jomain sait nous la présenter comme étant naturelle. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent ressortir de ce premier tome, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que cette édition vaut largement le coup, et que si vous n'avez pas encore découvert cette saga, il faut le faire. Si vous l'avez déjà fait, n'hésitez pas à prendre la version illustrée, parce que c'est un gros plus. Après ça, je me suis replongée dans le numérique, puisque je me suis replongée dans les 2 volumes de Sainte-Mary's Bay, Les Jardins des Secrets de Lati Aniel en auto-édition. Pardon. Alors, je pensais en fait intercaler un livre autre entre les 2 volumes, et je n'ai pas pu, puisque j'ai été trop prise dans la romance pour pouvoir m'arrêter entre les deux. J'ai décidé en fait de faire d'une seule traite et de faire une seule chronique pour les deux. Donc voilà, je suis ressortie mitigée en fait de cette histoire, parce que si la romance principale m'a beaucoup plu, même si elle était, encore une fois, il y a eu trop de détails à profusion au bout d'un moment, les couples annexes, si vous voulez, il y en a 8, quelque chose comme ça, voire un peu plus, au bout d'un moment ça m'a un peu saoulée, vous voyez, de m'occuper des couples, des copines, des cousines, de la mère, de... Voilà, ça m'a un peu gavée. Donc voilà, j'ai fini par m'ennuyer, il y avait quelques longueurs. Et ça a réduit beaucoup le charme de l'histoire de base, qui pourtant a été très sympathique et qui, c'est vrai, m'a emporté, puisque je ne pouvais pas m'arrêter à la fin du volume 1. Voilà, après il y a des détails de scènes que je n'aurais pas voulu voir, mais alors vraiment pas. Pour être honnête, il y a des trucs que je ne voulais pas. Voilà, ça m'a un peu, ça m'a froissé quelque part. Au niveau des valeurs, il y en a des belles qui ressortent, mais il y a des choses qui m'ont choqué quand j'ai lu, donc voilà. C'est voilà, c'était mitigé, ça reste quand même une belle histoire et je pense que beaucoup y trouveront leur compte, puisque Lati a toujours le moyen de faire des belles histoires, mais là j'avoue que ça a été un petit peu too much pour moi quand même, hein. C'était too much. Et enfin, dernière lecture entière de ce mois-ci, je me suis plongée dans La Bible racontée comme un roman, tome 2 de Christine Pedotti aux éditions XO. Alors, comme je l'ai dit dans le book haul, il s'agit en fait de l'entrée du peuple d'Israël dans la terre d'Israël qu'il va falloir conquérir et ensuite essayer de maintenir en fait entre ses mains, puisqu'il y a beaucoup de peuples autour, les Philistins,
Zédonites et tout ça il me semble, qui veulent absolument en fait soumettre les Israélites et ils vont essayer de se battre, donc voilà, toujours en restant proches de leur Dieu. Et on a ensuite le règne de David et de son fils Salomon. Donc voilà, c'est un bouquin que j'ai beaucoup apprécié, j'ai encore la chronique à faire à l'heure où je vous parle, puisque j'aime beaucoup en fait quand la Bible nous est présentée de manière plus accessible dans un langage qui nous est plus proche, et c'est exactement ce que Christine Pedotti fait. Et du coup, on arrive mieux à voir parfois la violence en fait qui émane de ces scènes-là, mais surtout le message qui nous est transmis et qui peut être interprété à partir de ces situations, puisqu'en fait on apprend, grâce aux annexes qui sont très précieuses à la fin, que le récit de la Bible n'est pas un récit historique, mais plutôt des images comme on pouvait avoir dans l'Antiquité pour des tas de choses. C'est comme le fait que, voilà, que comment, Guillaume Tell en Suisse, il n'existe pas Guillaume Tell, hein. C'est une image pour réussir à se forger une identité autour d'une histoire particulière. C'est une manière pour le peuple d'Israël de se rapprocher de son Dieu et de tirer des leçons du passé, qui ne sont pas forcément celles qu'on trouve dans la Bible, mais qui ont été inspirées, voilà. Donc voilà, c'est une très belle histoire qui nous... Voilà, je pourrais dire beaucoup de choses, je crois que je vous laisserai vous référer à la chronique, mais voilà, pour moi c'est une histoire narrée par des personnages de fiction sur une autre fiction, et c'est très très bien fait, ça nous embarque, et moi je ne peux qu'en redemander, j'ai déjà hâte de lire la suite. Voilà. Ouh, on arrive enfin au dernier livre, c'est-à-dire que je suis encore en train de lire le tome 2 des Élus, La légende céleste de Inès LB en auto-édition. Alors, pour l'instant, je peux dire... Qu'est-ce que je peux dire? J'ai pas encore atteint les 100 pages, mais c'est une histoire qui me plaît, qui est assez intéressante. J'aime beaucoup les contradictions, le fait que voilà, les deux héros ne puissent pas être ensemble. J'ai hâte de savoir ce qui va se passer. Déjà, le titre de Légende céleste m'intrigue beaucoup, et ce qu'on découvre au fur et à mesure est assez intéressant puisque l'univers imaginaire est plus développé. On a une grosse plongée dans le monde céleste et j'ai bien envie de savoir ce qui va se passer, mais pour le moment, voilà. Je suis parfois un petit peu sceptique parce que l'héroïne me paraît un petit peu... ouais, elle a l'impression qu'elle fait des caprices, mais elle n'est pas la seule dans l'histoire. Du coup, je demande à voir parce qu'après tout, elle n'a que 16 ans. Et voilà, je demande à découvrir et puis à suivre quoi. Voilà, ce sera tout pour le mois d'octobre 2016. J'ai lu un certain paquet de bouquins. J'espère en lire encore une fois pas mal ce mois-ci. Ce sera moins de service presse puisque là j'étais un peu stressée à lire tous ceux qui devaient être lus dans un certain délai. Donc voilà, ça sera plus tranquille, plus coulinet, je l'espère. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mes lectures, si vous les avez déjà lues, si vous avez envie de les lire, tout ça, bref, comme d'habitude. Vous savez bien que j'aime bien échanger, je le répète à chaque fois. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Je pense que je vous retrouverai au début du mois de décembre pour le bilan de ce mois-ci et le book haul de ce mois-ci. Donc voilà. Je vous souhaite plein de belles lectures et plein de rêves, qu'ils soient en mots ou non.